Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça vous regarde. Toujours pas de fumée blanche dans ce conclave sur les retraites qui doit s'achever ce soir. Alors y aura-t-il un accord et si oui, sur quoi? Les députés pourront-ils se prononcer à nouveau sur ce sujet explosif? Et François Bayrou joue-t-il sa survie? On en débat dans un instant avec nos invités. Donald Trump réclame ce soir la capitulation sans condition de l'Iran. Les États-Unis vont-ils entrer officiellement en guerre contre Téhéran? Jusqu'où Israël ira dans son offensive? L'ancien officier Guillaume Ancel nous livrera son analyse. Enfin, faut-il interdire le mariage aux étrangers en situation irrégulière? C'est notre question qui fâche ce soir, en lien avec une proposition de loi portée par l'UDR et qui a été adoptée hier en commission à l'Assemblée. Voilà pour le menu, place au débat, c'est parti pour Ça vous regarde. C'était son idée, celle d'un conclave sur les retraites qui a permis à François Bayrou d'échapper à une motion de censure du PS. Après 3 mois et demi de discussion, le conclave devait s'achever ce soir, mais pour l'instant, toujours pas d'accord entre syndicats et patronat. Alors quels sont les sujets encore en discussion? À quoi faut-il s'attendre également du côté de l'Assemblée? On en débat ce soir avec Paul Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député du Nord et président du groupe Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Face à vous, Laurent Baumel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste d'Indre-et-Loire. Fanny Guinochet, bonsoir. Bonsoir. Journaliste économique à la Tribune et à France Info. Et Bertrand Martineau, bonsoir. Bonsoir. Économiste expert associé à l'Institut Montaigne. Et vous sortez demain un nouvel essai intitulé « Le travail et la solution » aux éditions Hermann. Et pour commencer, le récap de Marco Pommier. Bonsoir Marco. Bonsoir Clément. Alors, trouver un terrain d'entente sur la réforme Borne de 2023, c'était le défi de taille des partenaires sociaux. Où est-ce qu'on en est? Toujours pas de fumée blanche à l'horizon, Clément. Pourtant, on avait coché la date dans le calendrier. Le conclave sur les retraites devait s'achever aujourd'hui, mardi 17 juin. Cette concertation impulsée par François Bayrou en janvier dernier pour éviter la censure. Le Premier ministre s'est dit prêt à accorder quelques jours de plus aux partenaires sociaux. Je crois qu'il y a des marges d'entente, je crois qu'il y a un chemin pour que représentants des entreprises et représentants des salariés trouvent un accord. François Bayrou, persuadé qu'il existe un chemin. Pourtant, ce conclave n'a pas été un long fleuve tranquille. La CGT et Force ouvrière ont rapidement claqué la porte lorsque le Premier ministre a exclu le retour aux 62 ans. Autour de la table aujourd'hui, vous le voyez, 2 organisations patronales, le MEDEF et la CPME, et 3 organisations de salariés, la CFDT, la CFTC, CFE, CGC aussi. Alors, parmi les sujets discutés, il y a bien sûr celui de l'âge légal et sur ce point, le patronat reste inflexible. Pas tout chaud, 64 ans, c'est le totem du MEDEF. Visiblement, les syndicats en ont pris acte, mais ils tentent d'obtenir un accord sur l'âge de la décote pour partir à la retraite avec un taux plein à 66 ans contre 67 ans aujourd'hui. Mais ça coûte cher, dit le MEDEF, 1,2 milliard d'euros en 2030. Pour la CFTC, c'est non négociable. Nous, CFTC, si nous n'avons pas la décote, si nous n'avons pas la pénibilité avec réparation, il n'y aura pas de signature CFTC sur cet accord. Donc ils vont peut-être se retrouver tout seuls, CPME et MEDEF, avec un texte qui ne sera pas applicable. Autre sujet, vous l'avez entendu, la pénibilité, c'est le point central des discussions. La CFDT veut réintégrer les critères de pénibilité supprimés avec la réforme Borne. Posture pénible, charge lourde, vibration mécanique. 2 millions de salariés pourraient partir plus tôt à la retraite selon le syndicat. Le MEDEF, ça ne lui plaît pas vraiment. Oui, mais voilà, c'est une ligne rouge pour la CFDT. Sur la pénibilité, c'est le blocage. Le patronat ne veut pas reconnaître qu'il y a des métiers pénibles qui nécessitent des départs anticipés. Si aujourd'hui ils veulent un accord, ils prennent notre proposition. Sinon, il n'y aura pas d'accord. Sinon, il n'y aura pas d'accord avec la CFDT, c'est clair et net.
Alors en revanche, l'horizon est plus dégagé pour les femmes. Oui, les femmes pénalisées par la réforme de 2023, privées du bénéfice des trimestres acquis pour maternité, avec des pensions de base inférieures à celles des hommes. Alors pour y remédier, le MEDEF propose de calculer leur pension sur les 24 ou les 23 meilleures années de leur carrière et pas sur les 25 meilleures années comme aujourd'hui. Les syndicats y sont plutôt favorables, mais comment financer ces mesures sur les femmes, sur la pénibilité en cas d'accord? C'est tout le débat, car on le rappelle, le but de ce conclave, c'était de permettre l'équilibre du système des retraites. Or, on anticipe un déficit de 6,6 milliards d'euros en 2030. Merci beaucoup, Marco Pommier. Fanny Guinochet, je me tourne vers vous pour évoquer ces différents points que Marco vient de nous présenter. Vous suivez de près ce conclave depuis quelques mois maintenant. Est-ce qu'un accord sur les différents sujets vous semble encore possible ce soir, ou est-ce qu'on peut envisager un échec des discussions, que les syndicats décident ce soir de mettre fin tout simplement aux discussions? C'est toujours possible, un échec effectivement. La CFDT a l'air assez déterminée, la CFTC aussi. En fait, ce qu'il faut, c'était très bien dit dans votre présentation, comme les syndicats ont acté qu'il n'y aurait pas ce qu'ils appellent un bouger, c'est-à-dire un changement sur l'âge, et que l'âge légal de départ dans le privé va rester à 64 ans, eh bien, c'est normal qu'ils cherchent à avoir d'autres aménagements et qu'ils puissent retourner ensuite devant leurs adhérents en disant regardez, ok, on a laissé la borne d'âge à 64 ans, mais si on a exercé un métier pénible, on peut partir avant, parce que c'est vraiment là-dessus que ça bloque. C'est l'idée pénibilité face à des départs anticipés qui soient possibles. Du côté des femmes, on sait que la réforme d'Elisabeth Borne a vraiment pénalise les femmes qui ont eu des enfants sur la maternité. Et là, effectivement, la solution de prendre de calculer sur les 23 ou 24 meilleures années plutôt que les 25, ça permet de compenser un peu. Ce point-là ne fait pas débat. Ce qui fait vraiment débat aujourd'hui, là, à l'instant, et sur lesquels les syndicats n'ont pas réussi à avancer avec le patronat toute la journée, c'est sur la pénibilité, où effectivement, la CFDT, en plus la pénibilité, la CFDT, c'est son cheval de bataille depuis plus de 20 ans, et elle veut absolument obtenir une victoire sur ce sujet-là. Voilà. Bertrand Martineau, vous en attendez quoi, vous, de ce conclave? Alors, d'abord, personne ne peut savoir à cette heure si ce sera une fumée blanche ou une fumée noire, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il ne réglera pas le problème des retraites. Ça, c'est de toute façon évident, puisqu'il y a deux éléphants dans la salle que personne ne veut voir. C'est d'abord que notre système, même rafistolé tel qu'il est, et peut-être qu'on peut faire des bons rafistolages, évidemment, mais il fait que de génération en génération, les gens vont avoir des charges de plus en plus importantes pour des retraites qui vont être de plus en plus faibles. C'est inéluctable si on ne change pas le logiciel. Ça, c'est le premier éléphant dans la salle. Et le deuxième, et donc il y a un problème d'équité intergénérationnelle en fait dans cette histoire. Le deuxième éléphant dans la salle, c'est quand même l'État, puisque on fait comme si c'est les cotisations retraites qui finançaient les retraites du secteur privé. En fait, il y a quand même 30% des dépenses qui sont financées par des transferts de l'État, d'autres caisses de sécu, par de la TVA, par tout un tas de... Et donc, en fait, c'est un sujet qui engage l'ensemble des finances publiques. En fait, on ne peut pas regarder le sujet des retraites isolément du sujet des finances publiques. Il y a des subventions d'équilibre sur tout un tas de régimes spéciaux qui sont fixés par l'État. Donc, il faudrait reparler de tout ça, en fait. Donc, on ne peut pas... Et puis, il faudrait parler, évidemment, des régimes publics. Donc, là, vous êtes en train de dire qu'il faut faire une nouvelle réforme des retraites avant même que l'actuelle soit entrée en évidemment. vigueur. Oui, de toute façon, la réforme Borne, à supposer qu'elle soit vraiment maintenue, on sait depuis le début, et c'est ce que dit le corps depuis des années, que de toute façon, elle est insuffisante. Donc, il fallait la faire, mais... C'est triste à dire, mais enfin, la démographie est têtue, en fait. Donc, alors, évidemment, il y aurait des solutions. C'est évidemment d'augmenter les impôts un peu tout le monde. Alors, taxer, je ne sais pas, les pianos, les chiens, les riches, je ne sais pas. Mais on peut imaginer, évidemment, de trouver des ressources supplémentaires. C'est toujours possible. Mais si on veut rester dans une épure à peu près correcte, on est déjà à des niveaux de prélèvement obligatoire délirants, eh bien, il faut aller sur des choses, effectivement, assez impopulaires. Paul Christophe, est-ce que vous êtes plutôt optimiste, comme on a pu voir François Bayrou l'être cet après-midi à l'Assemblée? Vous y croyez encore à une issue positive de ce conclave? Déjà, je suis d'accord avec le constat qui vient d'être fait, puisque la vraie question, c'est une question démographique.
le système par répartition tel qu'il était conçu à l'origine. C'est aussi une question du taux d'activité de la population française, notamment chez les seniors. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur... Il y a suffisamment de cotisants pour financer un panel de retraités inférieur évidemment au nombre de cotisants. On savait qu'à l'époque c'était 4 cotisants pour un bénéficiaire, aujourd'hui c'est 1,7, demain 1,4. On avait une espérance de vie qui tournait autour de 5 ans en moyenne en retraite. Aujourd'hui, c'est 22 ans et demi. Donc, on ne peut pas se dire que dormez bien, tout va bien et qu'il y a quelque chose à faire. En soi, sur ce qu'on attendait, ce que je trouve intéressant, en tout cas dans cette idée de conclave, c'est qu'on a mis au travail, syndicats et patronat, des gens qui savent se parler, qui savent travailler sur la question des retraites. Je pense notamment à la complémentaire Agirc Arrco, qui est bien gérée, qui n'a pas de déficit, et au contraire qui a un excédent pour permettre la liquidation de 10 ans de pension à servir. Donc ce sont des gens qui savent travailler ensemble, qui savent équilibrer un système des retraites. Et c'est un peu ça la clé quand même du débat et de la question qui était posée, en gommant les biais qu'on a tous identifiés effectivement dans le cadre de la réforme Borne, dite Borne, sur la question de la pénibilité au travail, sur la question de l'emploi des seniors, dont on parle peu finalement, et puis sur la question des carrières des femmes, effectivement, qui sont malmenées encore aujourd'hui par la réforme telle qu'elle est entrée en vigueur. Laurent Baumel, on est passé d'un conclave qui devait être sans totem, sans tabou, ce sont les mots qu'avait employés François Bayrou, à un conclave où les syndicats sont visiblement résignés à ces 64 ans et qui cherchent à grignoter quelques mesures catégorielles tout en dégageant plus de 6,5 milliards, je crois, de recettes supplémentaires pour 2030. Est-ce que ce conclave n'est pas sur le point d'acter à la fois la défaite des syndicats et puis la défaite des partis politiques de gauche ? Bon, la défaite des syndicats, on verra. S'il y a effectivement quelques avancées intéressantes sur les sujets qui ont été évoqués, la décote, la pénibilité, et qu'elles ne sont pas compensées par ce qu'il faut regarder les économies qui seraient faites ailleurs. Les économies qui seraient faites ailleurs sur les mêmes ou autrement. Enfin, il faudra quand même regarder comment tout ça est ficelé à la fin. Enfin, s'il y a des petites avancées intéressantes à prendre. Pour ceux qui les auront négociées, ce ne sera pas une défaite. Après, oui, on peut tourner le problème dans tous les sens, mais je pense qu'on y reviendra. Le vrai sujet, monsieur parlait des éléphants, il y a un troisième éléphant, c'est l'âge légal. Hein. Pardon de vous dire que c'est quand même la question qui structure une partie de la vie politique française depuis plusieurs années, et que vous ne la ferez pas disparaître comme ça. Et que quand le parti que je représente ici ce soir a demandé en janvier dernier, comme contrepartie du droit d'exister, finalement, du gouvernement Bayrou, de la non-censure, de la déclaration politique générale, un engagement à revenir devant le Parlement avec une loi sur les retraites, dans notre idée que personne ne se méprenne, c'est bien pour pouvoir reposer cette question de l'âge légal. Ce n'est pas juste pour ratifier un accord sur 2 ou 3 bricoles. Et justement, c'est cet éléphant-là, c'est ce qui freine le patronat dans l'idée d'avoir un accord. Ça pèse, parce qu'effectivement, les partenaires sociaux, syndicats et patronat, eux, disent, si on arrive à se mettre d'accord, à trouver ensemble des aménagements, nous, on souhaite que si le texte y passe à l'Assemblée et devant le Parlement, il soit gardé tel quel, y compris la question de l'âge. Puisqu'on se sera mis d'accord. De l'autre côté, il y a quand même un enjeu pour le MEDEF, c'est aussi la stabilité politique. Oui, non, mais et donc, on aura pas d'accord, ça fragilise le gouvernement. Oui, on aura trouvé de l'argent, etc. Et l'idée même de se dire, en fait, l'accord que l'on fait, il risque d'être détricoté, y compris sur la mesure essentielle qui est l'âge, c'est aussi ce qui fait que ça freine. D'ailleurs, tout le long, dans la tribune dimanche, on a fait l'interview de Patrick Martin ce dimanche, et il dit, tout le long du conclave, donc le patron du MEDEF, nous nous sommes posé la question de savoir si on restait ou si on sortait, parce que derrière, notre crainte, c'est que si on arrive à faire un accord, en maintenant les 64 ans, quand ça passera devant le Parlement, cet accord, avec ce point essentiel pour nous, risque d'être détricoté. Est-ce que le MEDEF n'a pas raison d'avoir peur de cela ? Je me tourne vers vous, Laurent Baumel. Mais on pourrait parfaitement ratifier un accord et admettre que la démocratie parlementaire existe. Parce que, si vous voulez, je ne sais pas, dans le passé, il y a eu des accords nationaux interprofessionnels, ça ne nous a pas empêché d'exercer notre droit d'amendement au Parlement. Donc on pourrait parfaitement valider les améliorations et les équilibres qui auraient pu être trouvés dans le dialogue entre la CFDT, la CFTC, la CGC-PME, le MEDEF, etc. Et puis reposer librement en parlementaire, en exerçant notre droit d'amendement, donc la question de l'âge légal. Le MEDEF a raison d'avoir un peu peur. Moi, je ne vois pas de contradiction. Bon, on va faire un point sur les discussions, justement, parce qu'elles sont en cours et se poursuivent ce soir. Stéphanie Despierres est sur place. Bonsoir Stéphanie, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que ça a progressé depuis ce matin ?
Non, on ne peut pas dire ça. Ça n'a pas progressé depuis ce matin, mais les négociations ne sont pas rompues. C'est la pause dîner. On a eu la négociatrice de la CFE-CGC, syndicat de salariés, qui est venue faire un point aux journalistes et qui est très en colère. Elle explique que rien ne sort de la discussion depuis 15 heures, malgré 2 heures de pause cet après-midi. Elle estime que le patronat ne propose rien, qu'il essaye de nous user, expliquait-elle tout à l'heure. On reste quand même à la table des négociations, expliquait cette négociatrice de la CFE-CGC, parce qu'on comprend qu'en fait, ni les syndicats ni le patronat ne veulent endosser la responsabilité d'un échec. Alors ça bloque toujours sur la pénibilité et sur l'usure professionnelle. Les syndicats qui estiment qu'ils ont fait une grosse concession au patronat en acceptant de ne pas rediscuter dès 64 ans essayent encore et toujours d'obtenir des avancées pour les salariés. Le patron, lui, n'a pas vraiment intérêt à un échec, mais pour l'instant, les propositions de ce côté-là ne sont pas très claires. La soirée s'annonce donc longue parce que, je vous le disais, personne ne veut endosser la responsabilité d'un échec. La question, c'est qui va lâcher en premier. C'était la manière de résumer de la négociatrice de la CFE-CGC il y a quelques minutes ici au ministère du Travail. Stéphanie, on a entendu ce matin la numéro 1 de la CFDT, Marie-Lise Léon, expliquer que s'il n'y avait aucun accord aujourd'hui, ça ne servait à rien de poursuivre ces discussions. Est-ce qu'on peut envisager sérieusement ce soir que les syndicats disent « bon, c'est fini, on arrête là et ça n'aboutit à rien ». Alors les syndicats semblent partagés. La CFE-CGC expliquait qu'elle ne voulait pas quitter tout de suite là maintenant la table des négociations, mais les syndicats de salariés ne semblent pas avoir l'intention de reprendre demain, sauf si il y a des avancées, des nouvelles propositions du patronat qui peuvent laisser augurer un accord et que demain, par exemple, il ne resterait à régler que des détails techniques. Mais pour l'instant, ça ne semble pas être l'esprit de ces négociations qui se déroulent dans une ambiance assez tendue, vous l'aurez compris. Merci beaucoup Stéphanie Despierres et merci à Marion Goussis qui est derrière la caméra. Bertrand Martineau, quand vous entendez ça, on comprend que là c'est très compliqué. Fanny Guinochet évoquait le fait que le MEDEF avait peut-être intérêt à ne pas trouver un accord, mais est-ce que le MEDEF n'a pas aussi intérêt à une forme de stabilité politique aussi? Parce que pas d'accord, c'est fragiliser François Bayrou. Et toutes les parties dans cette affaire sont dans une situation très difficile et très objectivement, on essaye de leur faire porter un chapeau qui est un peu grand pour eux. Encore une fois, on parle d'un quart des dépenses publiques, on parle de sujets qui vont très au-delà du secteur privé, qui engagent aussi les finances publiques de manière générale, qui engagent aussi les questions d'équité intergénérationnelle. Au passage, ça concerne aussi les retraités d'aujourd'hui, parce qu'il va peut-être falloir d'une manière ou d'une autre les mettre à contribution. Et ça, c'est peut-être pas aux partenaires sociaux de décider, mais c'est plutôt, il me semble, au Parlement, quand même, à la représentation nationale. Donc, c'est un peu normal qu'ils soient coincés. Et en fait, ils font de la politique, les syndicats. C'est pas du tout une critique, hein. Les syndicats et le patronat, ils font de la politique. C'est-à-dire qu'ils essayent d'être responsables. Ils essayent aussi, par rapport à leurs mandants, de ne pas baisser la garde. Ils essayent, alors certains veulent aussi, vous avez raison, prennent en considération la fragilité du gouvernement, l'instabilité potentielle qui déclencherait. Enfin, Paul Christophe, ça ne vous inquiète pas, ça, ce qui est en train de se passer ce soir? Vous n'êtes pas inquiet pour votre Premier ministre? J'y vote parce que vous faites partie du socle commun. En tout cas, j'espère qu'un accord pourra sortir. Ça montrerait déjà que les partenaires sociaux savent s'entendre et savent travailler pour l'intérêt du pays et des salariés concernés. Donc, inquiétude. Alors moi, je n'ai pas été associé aux négociations à l'époque avec le Parti socialiste. Donc, je ne sais pas quel est exactement le deal, entre guillemets, qui a été porté avec François Bayrou. Moi, ce que j'en appelle, c'est la stabilité du pays. Je pense que chez Horizon, on a toujours été cohérent là-dessus. On a vu ce que ça a provoqué la dernière motion de censure, notamment avec une économie qui est tombée en panne. Quelque part. Ça a coûté quelques milliards au passage. Je ne pense pas que par les temps qui courent, ce soit quelque chose qu'on puisse se permettre en tout cas. On va évoquer plus en détail les 3 sujets qui sont quand même en discussion encore ce soir. Celui sur les critères de pénibilité, celui sur le mode de calcul des retraites des femmes qui ont eu des enfants et puis le dernier sujet qui concerne l'âge à partir duquel on peut partir à la retraite à taux plein, même si on n'a pas tous les trimestres. Fanny Guinochet, quel est le sujet qui tient le plus à cœur aux syndicats parmi ces 3-là et quel est peut-être celui sur lequel le MEDEF pourrait lâcher le plus facilement? C'est compliqué, mais le syndicat qui pèse le plus aujourd'hui dans cette négociation, il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est la CFDT. Et pour la CFDT, le plus important, c'est la pénibilité. La décote, c'est important, le fait de partir plus tôt à 66 ans plutôt que 67 quand on n'a pas tous ces trimestres. C'est une demande de la CFTC, on l'a entendu. Donc c'est le petit syndicat, frère, cousin de la CFDT, certes.
Mais je pense que le vrai point de crispation, c'est la pénibilité. Et là où c'est très compliqué, c'est qu'aujourd'hui, le MEDEF, la pénibilité, on s'en souvient, tout le monde ne s'en souvient pas, mais c'est aussi sa bête noire. Donc on est face à un MEDEF et une CFDT qui vont avoir du mal à lâcher. C'est-à-dire que le MEDEF a tout fait pour que dans ce compte pénibilité qui existe aujourd'hui, il n'y ait pas la prise en compte de ce qu'on appelle les critères ergonomiques, c'est-à-dire quand on est soumis à des vibrations mécaniques, quand on porte des charges lourdes. Et depuis 2014 que ce compte a été mis en place, plus ou moins bien, les patrons disent c'est pas possible, c'est une usine à gaz, etc. Et là, la CFDT veut remettre ça. Le MEDEF a accepté de remettre ces critères, mais en disant attention, on ne va les prendre en compte que pour faire de la prévention, c'est-à-dire on ne va pas les prendre en compte pour constater que des salariés peuvent partir plus tôt en retraite parce qu'ils auraient été abîmés par ces postes. C'est vraiment là-dessus que se joue ce soir l'issue de ce conclave. Le reste, les femmes, ils sont à peu près tous d'accord. Sur la décote, il y aura peut-être un aménagement, mais c'est vraiment sur ce point-là qu'il y a des tensions. François Bayrou a fixé un autre objectif à ces discussions, c'est de garantir un équilibre financier au régime des retraites en 2030. Excusez-moi, Bertrand Martineau, il y a un déficit prévu de 6,6 milliards d'euros dans 5 ans. Est-ce qu'on sait à peu près ce qui va permettre d'éviter ce déficit, parce que c'est aussi ce qui est discuté. Mais on retombe, enfin, ce qui est assez terrible sur les retraites, c'est qu'on tourne autour du sujet depuis des décennies finalement. Sauf qu'entre-temps, la situation se dégrade année après année. Elle se dégrade parce que les perspectives de croissance, en l'occurrence de productivité, s'abaissent, et parce que la démographie, notamment la fécondité, est de plus en plus inquiétante. Bon. Et donc on raconte toujours la même chose depuis la fin des années 90, mais le problème c'est qu'à chaque fois qu'on s'en parle, c'est de plus en plus inquiétant. Donc 6,5 milliards peut-être, en fait on n'en sait rien, ça dépend des projections. Le problème des retraites, il n'est pas à 5 ans, en vérité, il est à 15, 20 ans, 30 ans. Et là, la démographie, c'est pas la conjoncture qui compte, c'est vraiment les tendances lourdes démographiques. Et on sait très bien que de toute façon, sauf à ce que le système soit complètement ruiné, on sait très bien que de toute façon, il faudra que l'âge de départ effectif soit retardé. Ce qui pose le problème effectivement de la pénibilité, puisqu'en l'état, il y a plein de gens qui ne peuvent pas, de toute évidence, travailler jusqu'à 66 ans et demi. Sauf qu'il faut inverser la logique, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que ce soit possible. Il ne faut pas se dire, c'est pas possible parce que les gens sont fatigués. Il faut se dire, il va falloir se mettre ensemble pour que les gens soient capables de travailler jusqu'à 66, 67 ans. Il faut inverser la logique. Il ne faut pas rester regarder passer les temps en disant... En attendant, il y a quand même des sous à trouver à court terme, même si... il y a des réformes à mener à long terme. À très court terme, la seule solution, c'est de baisser les dépenses. À très court terme, c'est-à-dire de désindexer par exemple les pensions pendant quelques années. Fanny Guinochet, il y a quand même des pistes qui sont évoquées, moi j'ai lu dans la presse spécialisée. Dans ce conclave. Oui. Oui, les partenaires sociaux ne sont pas irresponsables. Ça aussi, c'est un accord important de dire on est d'accord pour trouver des milliards d'euros et de rester dans l'enveloppe, de ne pas la dépasser, d'être dans la lettre de cadrage de François Bayrou. Une des idées qui est sur la table et qui fait consensus, c'est de revoir le dispositif des carrières longue qui permet, quand vous avez travaillé jeune, vous avez commencé à travailler jeune, avant 21 ans, vous avez la possibilité de partir avant l'âge légal. Aujourd'hui, le simple fait d'avoir travaillé jeune, alors il faut le prouver avec les fiches de paye, etc., mais déclenche ce dispositif de carrière longue. Et là... vous avez plein d'exemples, vous avez des cadres qui ont travaillé jeunes dans des métiers et qui exercent des métiers pas forcément pénibles et qui, vous avez les polytechniciens, ils sont considérés... Leur scolarité est considérée, ils n'ont pas fait tous des métiers extrêmement difficiles et ils sont éligibles aux carrières longues. Et une des idées qui fait consensus, patronat et syndicats, c'est de dire, par exemple, on va restreindre l'enveloppe de ces carrières longues pour que ce soit plutôt les métiers pénibles qui comptent et pas seulement l'âge. Il y a d'autres dispositifs sur demander une participation aux retraités aisés. Alors ne me demandez pas à partir de combien ils fixent le seuil, je pense que c'est en discussion, mais c'est aussi un débat qu'ont les syndicats et le patronat. Il y a des idées qui ont été laissées de côté, par exemple, effectivement, demander des efforts aux retraités. Syndicats et patronat... la CSG pourrait cibler certains retraités. Ou en tout cas, sur les frais professionnels, vous savez, un abattement fiscal.
syndicats et patronats disent que ça n'est pas à nous, ça, de le décider, c'est à la représentation nationale de se prononcer. Alors on va en parler de la représentation nationale justement, parce qu'en cas d'accord dans ce conclave, tous les regards vont se tourner vers le Parlement, vers l'Assemblée en particulier. Y aura-t-il un débat suivi d'un vote sur les retraites à l'Assemblée nationale? C'est le sujet qui a animé la journée à l'Assemblée. On fait le point avec Baptiste Guigou-Chartier. À son arrivée à la tête du gouvernement, François Bayrou avait remis la question des retraites au centre des débats avec l'annonce d'un conclave entre les partenaires sociaux et une promesse devant les députés. Je prends l'engagement devant vous que si nous identifions des changements possibles et positifs sur lesquels il est possible de discerner des progrès, nous les présenterons au Parlement dans un projet de loi. À l'époque, l'objectif est clair, arracher la non-censure des socialistes. Et le 16 janvier dernier, dans une lettre adressée aux troupes d'Olivier Faure, François Bayrou promettait en tout état de cause que le Parlement aura le dernier mot. Mais alors, 5 mois plus tard, où en est-on? Y aura-t-il un texte législatif, quelle que soit l'issue du conclave? Cet après-midi, les socialistes remontent au front. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons que vous teniez l'engagement que vous aviez pris, qu'il y ait un accord global et qu'il n'y ait pas des partenaires sociaux, que le dernier mot revienne au Parlement. Si vous ne le faisiez pas, Monsieur le Premier ministre, vous vous exposeriez, vous vous en doutez, à la censure. Je respecterai intégralement les déclarations que j'ai faites et l'engagement que j'ai pris. S'il y a accord, il y aura débat au Parlement, mais je ne remettrai pas en chantier s'il n'y a pas d'accord. À ce stade donc, nul ne sait si un texte sur les retraites ferait son retour dans l'hémicycle. Alors que la gauche laisse courir le bruit d'une motion de censure, les insoumis, eux, ont une position beaucoup plus radicale. Texte ou pas texte, leur décision est prise. De notre part, censure, nous l'avons dit dès le début, nous avions déjà dit également que ce conclave était une vaste fumisterie. Le nouveau Front populaire seul ne peut renverser François Bayrou, mais côté Rassemblement national, clarification de son président en début de semaine. Le moment de vérité pour la censure, ça va être le budget. De quoi peut-être prolonger le sursis de François Bayrou durant quelques mois, d'ici à l'automne prochain. Laurent Baumel, aidez-nous à y voir plus clair sur la position du PS, parce que c'est pas simple. S'il n'y a pas d'accord dans ce conclave, François Bayrou a dit la réforme s'appliquera. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Motion de censure contre le gouvernement ou pas? Alors, il y a visiblement un débat d'interprétation sur ce qu'il a voulu dire en janvier lorsqu'il a dit « en tout état de cause, le Parlement aura le dernier mot ». Alors ça, c'était... il y a une exégèse, effectivement, il y a une exégèse à faire de la prose de François Bayrou dans le courrier qui vous avait été adressé. On va la faire, d'ailleurs, dans un instant avec vous. Alors, nous, on l'a compris comme « en tout état de cause », ça veut dire accord ou pas accord. La question de la réforme des retraites reviendra. On voit la lettre qui vous a été adressée par François Bayrou au mois de janvier. Alors je peux la lire. Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord global, nous présenterons néanmoins les avancées issues des travaux des partenaires sociaux sous réserve d'un accord politique et d'un équilibre financier global maintenu. Sur cette base, il y aura un nouveau projet de loi. Et il conclut, le Parlement aura en tout état de cause le dernier mot. C'est la phrase que vous retenez en oubliant celle d'avant. Non, j'oublie pas celle d'avant. Donc il y a deux hypothèses. Ou bien il y a un accord partiel, cette nuit, ça se débloque sur 2-3 sujets. À ce moment-là, il l'a redit cet après-midi, il y aura une loi au Parlement. Ce qu'il a ajouté cet après-midi, et qui pose un problème, mais on y reviendra peut-être, c'est, il a dit, je ne permettrai pas le détricotage financier, c'est-à-dire en gros, pour que tout le monde comprenne bien, j'utiliserai l'article 40 de la Constitution pour expliquer qu'un amendement, par exemple, qui reviendrait sur l'âge légal, sera jugé irrecevable. Bon, s'il fait ça, nous censurerons. D'accord. Deuxième hypothèse, c'est-à-dire s'il empêche cette discussion, parce que je veux quand même dire quelque chose qui est important, c'est que le retour de l'âge légal à 62 ans, il y a une majorité politique dans le Parlement pour la voter. Et il y a une majorité d'opinion pour le soutenir. Alors, vous dites cela, mais de son côté, le RN, par la voix de Jordan Bardella, a dit qu'il ne voterait pas de motion de censure contre le gouvernement dans le cadre d'un nouveau débat sur la réforme des retraites à l'issue du conclave. J'entends, ça c'est la question de la censure. Mais il y a eu une niche RN, il y a eu une niche LFI, il y a eu une proposition de résolution du Parti communiste il y a 10 jours. À chaque fois, il y a une majorité dans le Parlement pour voter l'abrogation de la réforme Borne. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que cette mesure à l'Assemblée, pas au Parlement. De survie et dans l'opinion, dans tous les sondages d'opinion. Donc cette mesure aujourd'hui en France ne survit que par la mise en œuvre d'artifices juridiques
le 49.3, l'article 40 de la Constitution, pour éviter que cette question soit posée. Donc pardon de vous dire que pour des gens comme moi et pour beaucoup d'autres gens, la question de la démocratie est au-dessus de la question de la volonté d'un gouvernement, d'une partie de sa majorité, donc, des experts. Pas d'accord, pas de débat à l'Assemblée, motion de censure du PS. Motion de censure. Un accord, un débat, impossibilité d'amender pour rétablir les 62 ans, motion de censure également pour les socialistes. Je ne peux pas vous l'annoncer avec la certitude absolue s'agissant d'une décision qui n'a pas été formellement prise par notre groupe, mais en tout cas, considérer que l'hypothèse est très, très fortement sur la table. J'ai une dernière question. François Hollande, ce matin, estimait que le PS ne pouvait pas s'opposer à un accord qui serait signé par la CFDT. Vous êtes d'accord avec lui? Non, il n'est pas porte-parole de notre parti. Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord? C'est-à-dire que... Parce que c'est une conception qui consiste à considérer que le Parlement ne serait que la courroie de transmission du dialogue social. Donc de la même manière que moi, je ne considère pas la CFDT comme l'outil ou le bras armé du Parti socialiste dans le syndicalisme. Je ne considère pas le Parti socialiste comme le bras armé de la CFDT dans le champ politique. Et la CFDT mène des combats qui sont les vôtres, sur la pénibilité, sur les carrières des femmes qui ont eu des enfants. Tout ce qu'ils arriveront à obtenir de positif, on le saluera. Je ne doute pas un instant que la CFDT signerait un mauvais accord, donc je pense qu'ils signeront un bon accord. Mais le renoncement qui a été le leur pour permettre cette négociation avec le MEDEF à la question de l'âge légal n'est pas le nôtre. Et ça, encore une fois, depuis la première minute. Paul Christophe, vous avez face à vous Laurent Baumel. Est-ce que sa position est suffisamment claire? Et qu'est-ce que vous avez envie de dire au PS aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez des socialistes? Déjà que le Parlement, ce n'est pas l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Et qu'il y a bien une majorité qui a acté. En tout cas, il y a eu un vote au Sénat favorable. Et ensuite, un vote en CMP qui a été également favorable à la réforme en son temps à l'Assemblée nationale. J'y étais. L'article 40, ce n'est pas un artifice, c'est simplement l'exercice de la Constitution. Donc, si vous mettez une ligne rouge en disant je censure si, en appliquant l'article 40 qui s'impose à nous-mêmes de par la Constitution, je ne peux pas défendre mon amendement, vous avez déjà la réponse dans la question. En soi, vous ne voulez pas d'accord et vous voulez censurer. Peut lever le gage. Moi, ce que je peux dire également, c'est que sur la décision de François Bayrou sur le conclave, c'était bien de traduire au Parlement l'accord qui serait trouvé, fût-il partiel, et vous l'avez rappelé en projetant le courrier, entre les partenaires sociaux et le patronat. Mais il y a quand même cette phrase, le Parlement aura en tout état de cause le dernier mot. Il l'a écrit, noir sur blanc. Par définition, oui. Si c'est du législatif, ça ne peut être que le Parlement qui a le dernier mot. Je pense que la sémantique a son importance. Là où j'attire l'attention également, c'est que sur le financement des retraites, vous avez 3 options sur la table. Si vous voulez garder le système par répartition, c'est évidemment jouer sur une borne d'âge. On se rend compte que ça ne suffit même pas. Et vous avez fait allusion au corps tout à l'heure, le rapport du corps est assez explicite sur le sujet. C'est soit jouer sur le pouvoir d'achat des salariés en montant leur cotisation, ou celui des retraités ou des ayants droit, en jouant sur la liquidation de la pension. Donc je pense qu'il faut aussi se parler franchement et être très clair avec les Français. Si on avait posé d'ailleurs cette question des salariés et des employeurs, pas que des salariés. Si on avait posé cette question, je pense aux salariés et aux bénéficiaires des retraites dès le départ, sur les 3 options, je pense qu'on aurait été un peu plus éclairé que finalement se contenter. Surtout si vous oubliez la 4e, qui est quand même de mettre à contribution soit les employeurs, soit le capital, ce qui est totalement exclu. Ça, c'est un point totalement aveugle. Alors, on ne va pas ouvrir ce débat parce qu'on arrive au terme. Sauf que notre premier débat, monsieur a raison de dire que le problème est global et que si le problème est global, vous devez aborder la question du financement de l'ensemble des besoins. Ainsi que le financement de la santé, de la dépendance, et qui ne se limite pas qu'aux retraites. Bien sûr. Bon, on va donc guetter la fumée blanche, si elle vient ou pas, de ce conclave des retraites et voir si les syndicats parviennent à un accord. On s'arrête à présent sur ce conflit entre Israël et l'Iran. Téhéran a encore été frappé à plusieurs reprises aujourd'hui. Le monde entier a les yeux rivés sur la région et sur l'attitude de Donald Trump. Bonsoir Guillaume Ancel. Vous êtes ancien officier, auteur du blog Ne pas subir, et vous allez nous livrer votre analyse sur la situation. Mais avant cela, on fait un point sur les dernières informations de la journée avec Maïté Frémont. Si on vous invite Guillaume Ancel, vous, ancien officier, c'est pour décrypter l'opération soudaine et massive lancée par Israël contre l'Iran. 5e jour de confrontation entre les 2 pays ennemis, Téhéran poursuit sa riposte. Les sirènes retentissent à nouveau dans le ciel de Tel Aviv ce matin. Téhéran qui affirme avoir ciblé un centre du Mossad, le service de renseignement extérieur israélien. Cette riposte intervient après qu'Israël ait visé des sites militaires en Iran, plusieurs hauts gradés de la République islamique et bombardé le siège de la télévision d'État iranienne.
Nous avons frappé leur chef des opérations, nous les éliminons un par un et nous pouvons encore aller plus loin. Côté diplomatie, à 10 000 km du conflit, l'escalade de la violence est dans toutes les discussions du G7. Vouloir changer le régime des mollahs par la force, une erreur stratégique pour Emmanuel Macron. Si les États-Unis d'Amérique peuvent obtenir un cessez-le-feu, c'est une très bonne chose. Et la France le soutiendra et nous le souhaitons. De son côté, Donald Trump quitte plus tôt que prévu le sommet. Il n'est pas dans l'optique de négocier. Nous cherchons mieux qu'un cessez-le-feu. Je n'ai pas dit que je cherchais un cessez-le-feu. C'est Emmanuel, un chic type, mais il n'a pas souvent raison. Ce soir, le président américain communique à répétition sur son réseau social et appelle à une capitulation sans condition. Nous savons exactement où se cache le soi-disant chef suprême. Nous n'allons pas l'éliminer, le tuer, du moins pas pour l'instant. Reddition inconditionnelle. Alors Guillaume Ancel, éclairez-nous, jusqu'où cet embrasement peut-il aller? À vous la parole. Bonsoir Guillaume Ancel. On a besoin de votre aide pour nous aider à décrypter ce qui se passe en ce moment, notamment du côté des États-Unis et de Donald Trump. On l'a vu aujourd'hui, il a quitté précipitamment le G7 au Canada. Il est arrivé aux États-Unis, il a bombardé le réseau trousse sociale de plusieurs messages assez inquiétants, appelant l'Iran à une capitulation immédiate sans condition. On apprend ce soir qu'il va réunir le Conseil de sécurité nationale. Est-ce qu'une entrée en guerre officielle des États-Unis vous semble possible et imminente? Possible. Oui, possible parce que en fait, Donald Trump a pu constater, alors qu'il était très réticent à cette opération d'Israël contre l'Iran, qu'en réalité, il n'y a pas de risque d'embrasement régional. Pourquoi? Parce que la Russie a complètement laissé tomber son allié iranien, au même titre qu'elle avait laissé tomber la Syrie d'Assad. Et donc, je ne sais pas contre quoi il a obtenu ce lâcher de l'Iran, mais très clairement, de la part de la Russie, il se sent pousser des ailes sur le sujet. Et puis peut-être qu'il n'a pas confiance dans la capacité d'Israël à pouvoir réellement détruire ce programme militaire nucléaire iranien, parce qu'en fait, Israël, il faut le rappeler, est à 1700 km de l'Iran. On va le voir sur une carte peut-être, mais effectivement, c'est un des enjeux de cette guerre. Quand elle fait un raid aérien, en réalité, il faut que ses pilotes fassent 4000 km aller-retour. Ça limite considérablement sa capacité à frapper. Les premiers jours, elle a frappé entre 100 et 150 fois. Aujourd'hui, elle est plutôt en dessous d'une centaine de fois. Il faut rappeler que l'Iran est juste 80 fois plus vaste qu'Israël. Et par conséquent, sa capacité de destruction en Iran est limitée, tandis que les Iraniens ont une capacité de riposte très limitée aussi par le fait qu'ils ne peuvent qu'envoyer des missiles qui sont d'abord alertés par les Américains et qui sont détruits en partie par les Américains avant même de survoler le territoire d'Israël. Donc on voit effectivement cette distance, à environ 1600 km entre Israël et la capitale Téhéran, comme vous l'expliquiez. Expliquez-moi, Donald Trump a posté ce message aussi sur son réseau social en disant « Nous contrôlons désormais complètement et totalement l'espace aérien iranien ». Qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue militaire? Et que signifie aussi ce « nous » ? Enfin, vous avez déjà commencé à répondre juste avant, mais... C'est intéressant parce que Donald Trump n'a jamais peur de se contredire. Il y a 2 jours, il affirmait encore que les États-Unis n'étaient pas impliqués dans cette affaire contre l'Iran. Et maintenant, il nous dit « nous contrôlons ». En fait, les États-Unis, bien sûr, sont omniprésents sur le sujet. Devant, ce sont les Israéliens. Mais ce sont les Américains qui ont fourni l'intégralité des munitions qui servent à cette opération depuis plusieurs semaines. Munitions et systèmes de défense solaire qui, d'ailleurs, ont été détournés de ce qui devait être livré à l'Ukraine. Par ailleurs, ce sont les Américains qui fournissent les renseignements essentiels. Israël n'a pas de réseau de satellites qui lui permettrait de voir le départ des missiles d'Iran. Et puis, ce sont les Américains qui font l'approvisionnement en vol et le contrôle aérien. Sinon, les fameux 4000 km aller-retour. Ne pourraient pas faire cette distance dans des raids permanents comme ils le font aujourd'hui. Donc, bien sûr que les Américains sont omniprésents. Simplement, là, ce qui semble être un changement majeur, c'est que là où les Américains voulaient se montrer plutôt comme un intermédiaire recherchant une solution diplomatique, on se demande ce soir si Donald Trump n'a pas décidé de rentrer en guerre aussi contre l'Iran. Un Iran incroyablement affaibli et surtout totalement isolé. C'est-à-dire qu'au début, on a eu l'impression que Benjamin Netanyahou avait un peu forcé la main à Donald Trump. Et là, on a l'impression d'un changement, d'une inversion un peu des rôles. Oui, mais il faut faire attention parce qu'un théâtre de guerre est toujours un théâtre des illusions. Et en fait, si Donald Trump a essayé de montrer qu'il était réticent à cette guerre, c'était aussi à cause de son propre électorat,
à qui il avait juré que lui, Donald Trump président, ne se lancerait jamais en guerre. C'était sa promesse électorale, d'une Amérique beaucoup plus isolationniste, qu'il allait régler les conflits et pas participer à de nouvelles guerres. Ce qui change dans la situation, c'est qu'il se rend compte que globalement, il a un soutien international sur cette opération. Il n'y a aucun pays qui s'oppose réellement à cette opération contre l'Iran. Je rappelle que l'Iran a aidé le Hamas a organisé l'attaque terroriste du 7 octobre. L'Iran affiche depuis des décennies que son objectif, c'est de détruire l'État d'Israël. Et enfin, l'Iran a mis des moyens considérables pour essayer de se construire une bombe nucléaire. Donc, quelque part, l'Iran aujourd'hui est indéfendable. C'est ce qu'a résumé d'une phrase le chancelier allemand aujourd'hui. Israël a le courage de faire le sale boulot pour nous tous en attaquant l'Iran. Sur la question du soutien militaire américain à l'armée israélienne, il y a les États-Unis qui sont les seuls à disposer de ces missiles anti-bunker, alors GBU-57, c'est bien ça, qui serait capable de perforer le béton qui protège les installations nucléaires souterraines de l'Iran. Est-ce qu'on peut envisager que les Américains mettent ces armes-là, ces missiles-là, à disposition d'Israël ? Ça ne changerait pas grand-chose, sauf à donner quelques images spectaculaires. Ce sont des bombes énormes qui font 13 tonnes, en fait qui emportent une bombe de 2 tonnes à l'intérieur d'un pénétrateur de 11 tonnes, qui va rentrer à 60 mètres sous terre et détruire ce qui est là à sa portée. En fait, quand on a l'expérience des bombardements, on sait qu'on ne sait pas détruire l'intégralité d'un programme industriel de ce type. D'ailleurs, on se souvient qu'Israël croyait qu'elle allait pouvoir détruire tous les tunnels du Hamas dans la bande de Gaza, et même après avoir fait une intervention au sol, elle n'en a pas été capable. Alors que là, à 1700 km, personne ne pourra venir au sol pour vérifier si ces installations ont réellement été détruites ou simplement endommagées. En fait, le véritable objectif de cette opération, c'est de mettre par terre le régime des Mollahs que personne ne regrettera. Alors, c'était ma question suivante. On a vu dans un premier temps Benyamin Netanyahou évoquer une possible élimination physique de l'ayatollah Khamenei. On a vu ensuite Donald Trump, toujours sur son réseau Truth Social, affirmer qu'il savait parfaitement où il se trouvait et qu'en gros, il pouvait l'éliminer quand il voulait, que pour l'instant, pas forcément, mais peut-être plus tard. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? En fait, on sait que c'est Trump qui retient pour l'instant les Israéliens sur le fait d'éliminer le guide suprême iranien, qui est d'abord une fonction symbolique, mais qui est aussi, quelque part, qui cristallise ce régime des Mollahs. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas éliminer comme les autres ? D'abord parce qu'il y a un plan de succession qui irait assez vite. Je pense aussi que ce serait une erreur vis-à-vis des Iraniens, qui est un peuple particulièrement fier. On se souvient que les Iraniens sont les descendants du peuple perse. C'est une civilisation à part entière qui a été gigantesque. Et donc aujourd'hui, bien sûr qu'il y a une détestation du régime des Mollahs, mais le fait d'être agressé par Israël les rend plus cohérents que jamais. Il ne faudrait pas que ça se transforme en soutien de ce régime qui est honni. Et puis, la chose qui est essentielle, en fait, dans la poursuite de cette guerre, c'est que pour que les régimes des Mollahs tombent, ce ne sont pas des bombardements qui arriveront. Il faut qu'il y ait une opposition interne en Iran qui se manifeste, alors qu'elle a été disloquée pendant des décennies par le régime des Mollahs. On a vu aussi l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis prononcer cette phrase mystérieuse. Lorsque la poussière retombera, vous verrez des surprises jeudi soir et vendredi, c'est très précis, qui feront que l'opération dite des beepers semblera presque simple. C'est pas un peu bizarre d'annoncer comme ça clairement qu'il va se produire quelque chose de sans doute décisif dans ce conflit militaire entre jeudi soir et vendredi? Oui, c'est étonnant. Il faut faire attention parce qu'on rentre dans une ère de grande propagande. Chacun y va de ses annonces et il va se passer quelque chose de terrible. On se souvient hier du départ de Donald Trump du G7, annonçant que quelque chose d'énorme allait arriver, sauf que ça n'est pas arrivé. Donc je pense que surtout, il faut observer ce qui se passe en réalité et pas ce qu'annoncent les uns et les autres. Et justement, alors à quoi faut-il s'attendre? Comment vous voyez la suite des événements dans les jours, dans les heures qui viennent? Pour moi, c'est assez clair parce que les Israéliens l'ont annoncé. Leur opération de guerre contre l'Iran est destinée à durer plusieurs dizaines de jours. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça s'arrête demain matin parce qu'il y aura une éventuelle négociation ou Donald Trump qui décide que les autres doivent capituler. En fait, les Israéliens poursuivent un plan très logique qui est de mettre par terre cette menace nucléaire. Pourquoi? Parce que les Iraniens étaient sur le point d'être capables de fabriquer non pas une bombe nucléaire pouvant être transportée par un missile, mais d'être capables de fabriquer une bombe nucléaire rudimentaire qu'ils auraient pu remettre à un proxy, à une organisation terroriste quelconque qui sous-traite pour l'Iran, et aller la déposer dans un simple conteneur de marchandises sur le sol israélien. Et là, le fait qu'Israël a une trentaine d'armes nucléaires,
ne sert à rien en termes de dissuasion. Parce que ce n'est pas l'État iranien qui aurait attaqué Israël, c'était une organisation terroriste. Mais est-ce que ça, ce n'est pas le discours des services de renseignement israéliens depuis des années? L'Iran est sur le point de se doter de l'arme nucléaire ou d'une bombe sale. Jusqu'à présent, on n'a rien vu venir. Bien sûr que c'est inquiétant parce qu'on se souvient du précédent irakien où soi-disant Saddam Hussein était sur le point de... Mais là, ce qui est vrai, c'est que quand on dépasse le taux d'enrichissement de l'uranium au-delà de 5%, il n'y a plus d'application civile pour. Les Iraniens étaient à 60%. Les spécialistes, dont mon ami Emmanuel Galichet, confirment que pour passer à 90%, il ne leur manquait plus que quelques semaines. Et en plus, on découvre que les Iraniens ont une installation secrète supplémentaire qui a échappé à tout contrôle de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Donc ça veut dire qu'il y avait un vrai risque, non pas que demain, mais que dans les mois qui viennent, l'Iran soit capable de construire une bombe nucléaire rudimentaire, mais une bombe nucléaire rudimentaire aurait fait des millions de morts. Alors sur les capacités militaires de l'Iran, l'Iran ce soir s'est adressé directement aux Israéliens en parlant d'une menace, d'une expédition punitive imminente, et en appelant les Israéliens à quitter les villes. Est-ce que l'Iran est en mesure aujourd'hui de toucher fortement Israël et notamment les villes israéliennes? Oui, il y a un risque qu'ont très bien analysé les Israéliens. Là, je rappelle que les Israéliens sont en guerre contre l'Iran. C'est une vraie guerre entre deux armées. On n'est pas sur le massacre à Gaza. Donc c'est une opposition qui est très structurée. Et quelque part, l'armée israélienne est fière de pouvoir montrer ce que c'est la guerre. Ça, elle fait la guerre comme elle ne l'avait pas fait depuis des dizaines d'années. Parce qu'en face d'elle, en général, elle avait des milices. Et là, ce qui les inquiète, les Israéliens, c'est qu'on estime que le stock des missiles iraniens était de l'ordre de 2 à 3 000 exemplaires, avec des performances assez différentes. Les Iraniens en ont utilisé entre 10 et 15%. Les Israéliens espèrent en avoir neutralisé une trentaine de pourcents. Ça veut dire qu'il pourrait leur en rester la moitié. Avec la moitié, la vraie crainte d'Israël, ce serait une frappe massive de 300, 400 ou 500 missiles qui satureraient totalement le système de protection d'Israël. Et là, le fameux dôme de fer. 10 à 100 fois plus de morts que ce à quoi on assiste aujourd'hui, qui est, pardon, c'est sans irrespect pour les victimes, mais qui est très léger comme dommage par rapport à ce que subissent les Ukrainiens, par exemple, tous les jours depuis 3 ans à cause des bombardements russes. Donc pour l'instant, l'Israël arrive très bien à limiter les dégâts qu'occasionnent les Iraniens, mais s'il y avait cette frappe massive, ce serait extrêmement grave pour eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont en permanence des avions qui cherchent à être au-dessus de l'Iran quand l'Iran essaye de tirer des missiles contre Israël pour pouvoir détruire les rampes de lancement. L'Iran a mis au point récemment un missile hypersonique. Est-ce que ça aussi, c'est une menace sérieuse pour Israël? Et est-ce qu'on sait combien il dispose de missiles hypersoniques aujourd'hui? En fait, ces missiles hypersoniques, on les connaît puisqu'ils ont été utilisés par les Russes en Ukraine. Ce sont des missiles qui sont plus rapides que les autres. Ils sont très difficiles à intercepter, mais ce n'est pas parce que vous lancez 3 bombes supplémentaires sur Tel Aviv que vous allez mettre par terre la société israélienne. Donc pardon, mais ces missiles, ça fait partie de ces menaces qui n'en font pas tellement d'intérêt. Par contre, s'il y avait une arme nucléaire dans un de ces missiles, alors là, ce serait dramatique, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'Israël dispose d'une trentaine d'armes nucléaires, et donc attaquer aujourd'hui Israël, comme tout pays d'ailleurs qui dispose d'armes nucléaires, avec une arme nucléaire, c'est se condamner à un suicide collectif. Est-ce qu'il y a pour vous, à vos yeux, aujourd'hui, une autre porte de sortie à ce conflit qu'une chute du régime iranien? Est-ce qu'un pays, peut-être, ou une personnalité peut faire office de médiateur? Alors sûrement pas la Russie de Poutine, qui ose venir se présenter en médiateur, alors qu'elle est l'acteur clé de la guerre contre l'Ukraine. Ce qui est clair, c'est que, et là je parle uniquement du point de vue militaire, si les Israéliens veulent avoir la garantie qu'ils ne seront plus menacés par une attaque nucléaire à cause de l'action du régime des Mollahs, ça n'est pas une disparition du programme dont ils ont besoin, c'est que le régime des Mollahs tombe. Tant que ce régime sera en place, de toute façon, il poursuivra ce programme d'acquisition d'une bombe nucléaire. Merci beaucoup, Guillaume Ancel. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Petite leçon sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre, aux éditions Autrement. Merci. On passe à notre question qui fâche à présent. Faut-il interdire le mariage aux étrangers en situation irrégulière? C'est la question qui fâche de ce soir et c'est l'objectif de la proposition de loi qui a été adoptée hier soir en commission. Éric Michou, bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse vous installer. Vous êtes député UDR de Saône-et-Loire et vous êtes le rapporteur de cette proposition de loi qui
vient du Sénat, pour être tout à fait exact. Et face à vous, Paul Christophe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de la Drôme et vous vous opposez fermement à ce texte. Alors avant de vous laisser débattre tous les deux, que dit la loi aujourd'hui précisément et que prévoit cette proposition de loi? Les explications de Dario Borgogno. La question qui fâche de ce soir nous vient de ce texte voté hier en commission des lois. Avec cet objectif, interdire les mariages avec des étrangers en situation irrégulière. La proposition de loi a précisément pour but de mettre fin à une situation ubuesque, selon les mots même du président de la République. Actuellement, la liberté de se marier est protégée par la Déclaration des droits de l'homme et par la Convention européenne. En cas de doute sur les raisons de l'union, l'état civil peut saisir la justice pour s'opposer au mariage, mais être en situation irrégulière ou sous obligation de quitter le territoire français ne suffit pas à l'interdire. Ce qui a attiré des problèmes à certains maires comme le médiatique édile de Béziers. Robert Ménard a refusé en 2023 d'unir un couple où le fiancé était sous OQTF. À présent poursuivi pour cette décision, il risque 5 ans de prison, 75 000 € d'amende et une peine d'inéligibilité. Il se félicite de ce vote en commission. Ça me semble une bonne nouvelle. C'est une mesure qui est large, qui est hyper consensuelle, à part 3 fous furieux d'extrême gauche. Le Rassemblement national et les Républicains y sont favorables. Il s'agit tout simplement de mettre en conformité notre arsenal législatif et de faire respecter notre droit sans aucun jugement de valeur. Les partis de gauche s'insurgent. Mais vous passez cette fois un cap dans l'ignominie. Cette proposition transforme nos maires en agents de tri humain. Elle fait de l'état civil un poste frontière. Ce texte est xénophobe, liberticide, il ne protège rien. Il ne répond à aucune urgence, il stigmatise. Voté tout de même en commission, examiné le 26 juin prochain dans l'hémicycle, s'il est adopté, il restera alors cette question. Cette proposition de loi est-elle vraiment constitutionnelle? Alors on va peut-être pas commencer tout de suite par cette question de la constitutionnalité, Éric Michou, mais vous estimez que le mariage est devenu un outil de régularisation détourné. Est-ce que vous avez des chiffres par rapport à ça? Je crois qu'il y a environ 240 000 mariages par an. Combien sont des mariages gris ou mariages blancs, comme on dit? On n'a pas de chiffre officiel parce que les maires n'ont pas aujourd'hui la connaissance réelle du volume de ces mariages de manière consolidée. Par contre, il y a tous les gens, 700 interrogations qui se font auprès du Conseil constitutionnel. Et il y a 700 mariages qui sont considérés comme non constitutionnels. Auprès du Conseil constitutionnel ou de saisine du procureur en vue d'une enquête? Du procureur de la République. Parce que c'était mon autre question, c'est que la loi prévoit déjà qu'en cas de doute, le maire peut se tourner vers le procureur pour qu'il examine la situation du futur couple et pour qu'il vérifie si il est en situation... Oui, vous avez raison, sauf que l'expérience montre tout l'inverse. Et cette proposition de loi vient d'une situation tout à fait de terrain qui s'est passée à Montpont-en-Bresse, où un couple a voulu s'unir, et s'est uni d'ailleurs, un monsieur venant de Tunisie, assez jeune, une dame, bressane, qui avait un peu plus, quelques années de plus, 40 ans, 42 ans de différence d'âge. Le monsieur ne savait pas écrire, était sans domicile fixe, ne travaillait pas. On voulu s'unir et ce monsieur était sous OQTF. Donc pour Madame le maire, c'était une difficulté quand même de vouloir accepter ce mariage. Et là, elle s'est retournée vers le procureur de la République, qui en fait a mis beaucoup de temps, oui et non, à répondre, puisqu'il n'a même pas répondu à la dame directement. C'est une secrétaire qui l'a appelé en disant « Vous devez faire ce mariage ». De là, la mère, elle s'est sentie laissée elle-même. Mais en fait, le principe de cette loi n'a pas pour vocation à juger l'amour ou pas l'amour, ou les aspects racistes ou pas racistes, c'est pas le sujet. C'est aujourd'hui d'aider les maires. J'aimerais vous entendre, vous, Paul Christophe, en réaction à cela. Je vous ai vu éclater de rire quand Robert Ménard, dans le sujet, parlait d'une loi hyper consensuelle, sauf peut-être pour 3 fous furieux d'extrême gauche. Vous en êtes? Oui, et je dois en être, même si je m'étonne, quoique je ne m'étonne pas totalement que Robert Ménard ait des propos comme ça pour la gauche, et en l'occurrence pour un député socialiste que je suis. Je voudrais rebondir sur un point, même sur 2. Le mariage ne change rien à la situation sur le territoire national. Ce n'est pas parce que vous vous mariez que vous êtes automatiquement régularisé sur le territoire national ou que vous êtes naturalisé français. Vous êtes un étranger en situation régulière avec une OQTF le mardi, vous vous mariez le mercredi, le jeudi, vous avez toujours une obligation de quitter le territoire français. Ça n'a rien changé. Qui sera exécuté, y compris Absolument. Si la personne est mariée. Le mariage ne change pas les sujets d'exécution des OQTF. Et pour pouvoir être naturalisé, il va falloir être marié pendant plusieurs années
avant de pouvoir éventuellement être naturalisé. Je crois que ça, c'est le premier non-dit de cette loi, c'est qu'on fait croire que le mariage serait un élément protecteur ou qui permettrait de régulariser des étrangers qui ne le seraient pas. La deuxième chose, c'est qu'on dit souvent que les mères ont besoin d'être protégées. C'est un argument qui est revenu souvent dans la commission, qu'ils étaient en danger et qu'ils demandaient cette loi pour être davantage protégés. Mais aujourd'hui, comment ça se passe? Un maire est officier de l'état civil. Il va vérifier 3 conditions pour savoir si oui ou non il peut marier les 2 époux. Il va vérifier les conditions d'âge. Quand vous êtes mineur, vous ne pouvez pas vous marier, sauf quelques exceptions. L'identité, on va éviter que 2 personnes de la même famille se marient. Donc, voilà. Et enfin, le consentement. Et s'il a un doute, il saisit le procureur de la République qui pourra lui prendre la décision ou non d'arrêter le mariage. Ce qui permet au maire de ne pas prendre la décision. Lui, il est protégé, ça n'est pas lui. Oui, mais comme vous entendez Éric Michaud qui décrit la situation, c'était à Bourg-en-Bresse, le procureur n'a pas réagi, n'a pas répondu. Est-ce que, à minima, vous n'êtes pas d'accord pour augmenter le délai accordé au procureur pour se prononcer, ce qui figure, je crois, dans un des amendements de cette proposition de loi, le porter à 2 mois au lieu de 15 jours? Écoutez, je ne crois pas que ce soit un sujet de délai. Et si le procureur ne répond pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Et si le procureur estime qu'il y a un problème, il peut ouvrir une enquête de police qui va pouvoir durer pendant 2 mois et donner une réponse à l'issue de ces 2 mois. Je ne crois pas que, et on ne va pas commencer à légiférer parce qu'il y a un cas en France où peut-être il y a eu pas de réponse ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, les procureurs font bien leur travail et je ne les remets pas en question. Et les maires, eux, doivent faire leur travail. Et je rappelle qu'un maire qui ne marie pas se met en infraction, et c'est ce qu'on a vu dans votre très bon sujet, se met en infraction du code pénal. C'est une infraction parce qu'il n'applique pas la loi. 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende et une peine d'éligibilité éventuelle. Éric Michaud, peut-être en réponse, et puis après la question de la constitutionnalité tout de même. En réponse, en fait, beaucoup de maires sont confrontés à ce sujet. J'ai été maire, je ne sais pas si vous avez été maire quelques années, j'ai été plusieurs fois confronté à ce sujet. Et c'est vrai que ça nous met dans une position, les maires, très indélicate d'avoir... à intervenir dans quelque chose qui est une des choses importantes de la vie. Il paraît aujourd'hui anormal, très clairement, et même pour les Français, 75% des Français sont favorables à cette loi-là, c'est-à-dire d'accepter quelqu'un qui n'est pas autorisé à être sur un territoire, qui est en erreur, de pouvoir se marier chez nous. S'il est en illégalité, il n'a pas à être marié. Il suffit simplement qu'il rentre dans la légalité. C'est ni plus ni moins compliqué que ça. Alors, position illégale, pas de mariage. Position légale, mariage. Sur la question de la constitutionnalité qui était soulevée par Dario Borgogno, la liberté de mariage est un principe constitutionnel et ça, c'est une constante dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui remonte, je crois, à 1993, réaffirmé en 2003, puis en 2012. C'est lié aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme. À quoi ça sert de voter une loi qui va être censurée? Elle ne sera pas censurée. Parce que quand on analyse les documents, et pour les avoir analysés, la Constitution, avec des constitutionnalistes, il y a un article qui explique qu'effectivement, dans certains cas, dont ce cas-là, le mariage ne peut pas se faire. Et d'ailleurs, j'oserais dire même... Alors, il y a un article, c'est lequel C'est l'article 243, je vous retrouverai le numéro exactement, qui décrit, je l'ai décrit d'ailleurs en commission, et cet article-là dit qu'on peut ne pas marier. Ce que je veux dire aussi, la Constitution, elle a pour vocation à évoluer. Quand elle a été faite... Est-ce que ce n'est pas la première chose à faire si vous voulez modifier, changer la donne aujourd'hui? Non, puisqu'il va passer constitutionnellement, il va passer. Mais la Constitution est faite aussi pour évoluer. On ne va pas être sclérosé dans une constitution. Paul Christophe, sur cette question de la constitutionnalité, comment vous analysez les choses? J'ai une analyse différente. On va laisser le Conseil constitutionnel trancher. La jurisprudence du Conseil constitutionnel, vous l'avez rappelé, elle est constante depuis de très nombreuses années. Et il a consacré ce principe fondamental sacré du mariage. Donc je ne pense pas qu'une loi ordinaire pourra revenir, et ce n'est pas la faute de monsieur le rapporteur Michaud. Si c'est une loi ordinaire et pas une loi constitutionnelle, vous n'en êtes pas à l'origine, mais ce n'est pas le bon véhicule. Mais pourquoi est-ce que ce principe est aussi bien protégé en droit? Le mariage, en réalité, c'est la reconnaissance par la République, par la société, de l'union de 2 personnes qui veulent vivre ensemble. Qu'est-ce que ça change la situation administrative de l'une de ces 2 personnes? On pourra toujours gérer cette situation administrative. Par ailleurs, le procureur, le préfet peuvent prendre des mesures, je l'ai rappelé. Mais le fait de vouloir vivre ensemble et de l'exprimer, ça
c'est quelque chose qui est reconnu par la République et qui est fondamental. Donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'avenir pour cette loi, mais voilà, après chacun... C'est la fin de ce débat, je suis désolé de vous interrompre. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Ça vous regarde. Et je rappelle que cette proposition de loi, elle sera examinée dans l'hémicycle la semaine prochaine, le 26 juin, très exactement. On suivra cela évidemment sur l'antenne d'LCP. Elle va être votée conforme, elle passera. Eh bien, on suivra cela. Merci à tous les deux. Merci. Et bonne soirée à tous sur LCP. Merci.